Merci à vous qui êtes présent, on va dire physiquement et présent virtuellement. Voilà, merci à vous. Bon, comme vous le savez, j'aime bien toujours me situer en dehors du cadre que l'on m'impose. Donc, ça, c'est depuis tout petit déjà. Mon psychanalyste m'a expliqué pourquoi. Donc, le titre de mon intervention un peu introductive va très en lien d'ailleurs avec un livre qui va sortir, s'appelle La prospective est morte. Donc déjà, ça fait quitter en général la moitié de la salle, on n'est pas très nombreux, donc voilà. Et donc je dis vive la prospective, vous savez que j'adore ces néologismes, que j'appelle aussi prospective contributive, dont on va parler un peu. Alors, je vais déjà démarrer par ce fait, c'est que je suis issu d'une famille de commerçants, ça tout le monde ne le sait pas, dont le métier consistait à livrer à domicile du charbon, du bois, du fioul et de la boisson. Alors, j'ai participé donc pendant toute mon enfance et ma jeunesse aux activités familiales, évidemment en plus de l'école. Et bien que la chaleur favorisait la consommation de boissons, l'été voyait l'activité diminuer, la vente de combustible se réduisait fortement. Alors, c'était l'occasion pour mon père de prospecter les nouveaux clients. Donc, je l'accompagnais souvent et vraiment, j'aimais ça. Faire du porte-à-porte, distribuer des tarifs et prospectus. Alors, j'ai ainsi appris très jeune que prospecter, c'était aller à la rencontre de nouveaux clients et de clients potentiels. Voilà. Mais mon père disait qu'il fallait aussi détecter les futurs bons clients. Je dirais les clients désirables et laisser les autres venir par le bouche à oreille. Écarter les présumés mauvais payeurs, par exemple, ou encore les situations difficiles à livrer, comme les cas où le charbon en sac de 50 kilos devait être monté au troisième étage, sans ascenseur, ou descendu à la cave sans soupirail. Enfin, prospecter, c'est choisir, disait-il. Alors, quel rapport me direz-vous avec la prospective, qui est le sujet de ce colloque? Eh bien, dans prospective, il y a la même racine que dans prospecter. La prospective consisterait alors à aller à la rencontre des futurs possibles, mais aussi des futurs désirables. On voit alors très vite que, comme en matière de marketing, deux visions s'affrontent. La première est scientiste, dans une conception stricte des principes de causalité. Toute cause a des effets, tout effet a une cause. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'avenir est écrit. Il suffit de bien identifier les conditions initiales et d'extrapoler rigoureusement un certain nombre de relations de cause à effet. Comme en prospection commerciale, où une analyse sociologique et un profilage des clients potentiels permettraient de démarcher une cible conforme à l'objectif avec une probabilité de succès renforcée. Dans ce cas, la prospective devient une science analytique qui modélise les déterminants de ce qui s'est passé et se passe pour les extrapoler à ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Le jeu est en quelque sorte fermé, même si évidemment il y a une ouverture des possibles, plus l'analyse du passé s'approfondit, n'empêche que lorsque nous sommes dans une telle démarche, nous enfermons en partie le futur dans le passé et le présent. L'arrivée d'algorithmes puissants de traitement de data renforce cette tendance d'un enfermement du futur dans le passé, passant sous silence les disruptions, les inédits, etc., qui sont propres à la complexité. D'ailleurs, aujourd'hui, on retrouve chez les collapsologues ce type de démarche. Dans ce cas, la science moderne a en quelque sorte laïcisé la théorie de l'apocalypse avec la thèse d'un effondrement général dont on pourrait même annoncer l'échéance 2050. Ce qui, convenons-en, est un comble, la démarche scientifique s'étant le plus souvent développée en opposition avec les systèmes de croyance. La science comme véhicule de nouvelles formes de croyance est un sujet philosophique intéressant et qui mériterait de payer des royalties à l'Église catholique. Mais tentons de pointer un paradoxe. La révolution que nous vivons, si on s'en tient à ses meilleurs analystes, serait une transition épistémologique vers la complexité. Or, le propre d'un système complexe est qu'il est soumis à l'imprédictibilité, sensibilité aux conditions initiales, phénomènes chaotiques, attracteurs étranges, disruptions, effets de bord. En un mot, tout est possible, notamment sous l'effet de la révolution technoscientifique que nous traversons. De plus, la physique quantique nous a appris que le sujet observant détermine en partie l'objet observé.
Cela a constitué une véritable révolution épistémologique par rapport à la physique newtonienne qui, à partir de la mise en équation mathématique, a développé des certitudes dans la prédiction du comportement du réel. Cela conduit un certain nombre de penseurs de la révolution numérique à prétendre que l'inédit est en route ou que tout sera possible demain. Manipulation génétique, biotechnologie, neurotechnologie, géo-ingénierie, intelligence artificielle. Ceci conduit à juste titre à une forme d'angoisse devant l'abîme des potentialités et engendre une question éthique redoutable. Comment réduire le possible au souhaitable? Pourtant, à l'inverse, si rien n'était possible en dehors de ce qui est prévu avec certitude, alors nous reviendrions à une conception apocalyptique de l'avenir du monde. Et comme le disait Michel Serres, à quoi ça sert? On peut alors considérer, au long de cette transition, que le jeu est plus ouvert qu'on ne le pense. S'il est ouvert, alors la prospective change de nature. Elle sort de sa dimension réductionniste, analytique, solitaire, en laboratoire, pour entrer dans une fabrication collective, la co-élaboration, chemin faisant, d'un futur désirable. Elle devient une dynamique collective auto-bâtissante qui ose imaginer des ruptures et, en les imaginant, commence à les stimuler. Elle s'appuie sur des rêves collectifs qui s'échappent des réductions analytiques, castratrices d'espérance. Si on y regarde de près, on peut observer que l'on se rapproche là d'une des caractéristiques du vivant. Le vivant, dans l'histoire de sa merveilleuse complexité sans cesse croissante, est le fruit de la confrontation de deux forces, une force d'altération et une force de conservation. Le vivant en tant qu'écosystème, porté par la finalité contingente qu'est la conservation, n'a cessé de se redéployer vers une complexité anti-anthropique, nous disait Bernard Stiegler, toujours plus sophistiquée pour développer toujours plus d'agilité, de capacité d'adaptation plus performante au total que sa capacité d'autodestruction. C'est l'autopoïèse. Et si c'était cela qui était en route au niveau global, dans une nouvelle interaction avec la noosphère et la biosphère, si nous étions en train de quitter le monde des conceptions exodistributives du rapport de l'homme à son environnement, conception qui extrait l'humain de son écosystème afin qu'il exerce son intelligence analytique et spéculative et distribue le fruit de ses cogitations et de ses productions d'artefacts dans le système global qu'il cherche ainsi à réduire à ses propres fins dans une forme de planification correctrice. Si nous étions en train de migrer vers des conceptions plus endo-contributives de notre rapport au monde, dans ces conceptions, l'homme est pensé comme partie intégrante de son environnement et y exerce son intelligence et sa capacité de production d'artefacts en symbiose contributive avec l'écosystème global. Alors, la prospective endo-contributive peut être imaginée. Elle est à la fois intelligence collective et co-élaboration contributive. Pierre-Georges Latécoère a fait graver sur une plaque en cuivre, rue de Presbourg à Paris, au pied du siège de la société éponyme, la phrase suivante faisant référence au projet de faire voler plus lourd que l'air. Toutes les analyses scientifiques conduisent à la même conclusion, notre projet est impossible. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser. Mais pour cela, il faut monter sur les tables, contourner les obstacles de la rationalité. Je prendrai un seul exemple. J'entendais un économiste réputé dire à la télévision que la transition écologique n'était possible que par la décroissance qui conduirait inexorablement à une chute du pouvoir d'achat et un chômage de masse. Est-il possible d'imaginer une mutation profonde du désir d'achat qui nous fasse entrer dans une nouvelle conception justement du pouvoir d'achat? Le temps libre utilisé pour réparer la nature, la préserver, pourrait devenir un pouvoir d'achat non monétarisé, mais échangé sous de nouvelles formes de médiation du marché. On voit qu'en peu de temps, le désir d'iPhone a émergé et explosé, créant un secteur économique mondial, créateur d'emplois innombrables en 4 décennies. Pourquoi ne pas imaginer de nouvelles émergences du désir d'achat dans une vision plus symbiotique de la consommation? C'est sur ce chemin collectif et espérant de bâtisseurs d'avenir positifs que nous invitent en général les écosystèmes d'innovation. Il est donc important de s'en préoccuper. Merci.